Adolf Hitler était tellement satisfait de ces 2 victoires qu'en juillet, il envoya un bâton de maréchal à l'homme, équivalent à 10 mois de salaire. C'était le sommet d'une carrière militaire, mais chaque ascension a sa chute. La chute serait abordée dans la section suivante. Pendant ce temps, en raison de son succès à Ulus-Sivas-le-Col, ses troupes furent envoyées à Léningrad. Léningrad était depuis longtemps assiégée, et la situation n'était pas tout à fait comme le souhaitaient les Allemands. Il y avait peu d'espoir que la ville tombe comme le souhaitaient les Allemands. Le SD, service de sécurité, chargé d'organiser l'opération Northern Lights à l'ouest du lac Ladoga, fut chargé de la mission. Lorsque Deep Grant arriva dans la région et vit que les Russes avaient lancé une attaque le 27 août, il donna la priorité à la gestion de cette menace. Pendant ce temps, dans le sud, à Stalingrad, la bataille la plus emblématique de la Seconde Guerre mondiale faisait rage. Alors que les Allemands attaquaient pour capturer la ville, les inondations et les Russes montraient une résistance épique. À la suite de cette résistance, les 19 et 20 novembre, ils lancèrent l'opération Uranus et réussirent à encercler certaines unités de la 6e armée allemande et de la 4e armée blindée. Le 20 novembre 1942 marquerait le début de la fin pour Stalingrad et le front de l'Est. Confronté à cette situation, l'état-major général allemand créa le groupe d'armées du Don pour une intervention urgente. Hitler pensait pouvoir sauver la situation et lui confia la mission de diriger ladite unité. La tâche était de secourir la 6e armée dans le bassin sur le Swing. Cependant, le maréchal fit face à 3 problèmes importants. Premièrement, l'inadéquation des troupes et l'incapacité d'être considérablement renforcées. Deuxièmement, la pénurie de temps. Et troisièmement, une crise de responsabilité et d'autorité. Bien que le maréchal soit responsable de l'ensemble du groupe d'armées, il lui était interdit de commander toutes les unités. Malgré cela, sur ordre d'Hitler, il lança l'opération Winter Storm le 12 décembre pour secourir les Allemands dans la poche de Stalingrad. Le maréchal avança rapidement avec les troupes et les chars de Hermann. Cependant, d'ici le 19 décembre, ils ne purent avancer que d'environ 48 km vers la ville. Smokehouse réalisa qu'il ne pouvait pas aller au-delà de ce point en raison des conditions hivernales rigoureuses et de la résistance russe, et des heures cruciales commencèrent. En même temps, les armées soviétiques voulaient également atteindre le Givre jaune du côté gauche du groupe d'armées du Don avec une petite opération Saturne. Si cela se produisait, les Russes couperaient et anéantiraient une partie substantielle des forces allemandes. À mesure que les heures passaient, la tension et l'excitation augmentaient, mais Manistee était enclin à annuler l'opération pour éviter d'être enveloppé du côté gauche par le Givre jaune. Cependant, il craignait de désobéir aux ordres d'Hitler. De plus, il savait qu'une opération de scission était nécessaire pour permettre aux 6 armées de s'échapper. Cependant, Hitler ne le permettait pas. Duman savait combien Hitler craignait et ne voulait pas assumer la responsabilité de l'opération de flanc que Hitler rejetait à plusieurs reprises. Le refus d'Hitler d'écouter ses commandants, sa ténacité et le manque de courage pour affronter ses généraux scellaient le destin des 6 armées sous le clair de lune. Le maréchal annula l'opération Tempête d'hiver lorsque la pression ennemie s'intensifia, maintenant ses chars quelques jours de plus en avant, au cas où Hitler changerait d'avis. Il proposa un plan pour établir une nouvelle ligne de défense sur la rivière Donets en réponse à l'avancée russe. Cependant, Hitler ne voulait pas retirer le groupe d'armées à du Caucase cette fois-ci. Ce désir posait le risque de sacrifier le côté gauche du groupe du Don et de négliger le groupe d'armée A. Si Hitler insistait, l'armée russe pourrait encercler et détruire à la fois le groupe d'armée A et le groupe du Don. Quand le groupe d'armée du bas fut poussé par le côté spirituel, les cloches du désastre commencèrent à sonner. Le front sud pouvait s'effondrer à tout moment. Enfin, en janvier 1943, Hitler décida de retirer les armées du Caucase et envoya une partie de la première armée blindée pour soutenir le groupe d'armées du bas. À la fin de janvier, ils avancèrent jusqu'à la rivière Don et prirent position là-bas. En réponse,
les Soviétiques intensifièrent leurs attaques avec confiance. Avec l'opération LIP, ils avancèrent jusqu'à la rivière Dnipr pour contourner le groupe d'armées du Don et appuyèrent sur le bouton pour profiter de la situation du côté où le groupe d'armées du bas était en mauvais état avec l'opération Star. L'opération Double Tenaille progressa initialement avec succès, forçant les Allemands à se retirer d'une vaste zone. Le maréchal alla voir Hitler et lui dit qu'il devait se retirer pour permettre au groupe d'armées du Don de manœuvrer à nouveau. Quand Hitler accepta cela à contre-séhur, le maréchal abandonna la défense et se retira pour retrouver la force offensive. Cela réduisit la possibilité d'être encerclé. En même temps, la brigade Lance, soutenue par le corps blindé SS, fit de son mieux pour protéger la ville du général Golikov. Les deux forces défendant la ville et sur le point d'être encerclées, après 2 jours, l'ordre de la première page fut donné le 14 février, et Kharkov tomba aux mains des Russes. Alors que le maréchal défendait officiellement la ville suivant l'ordre d'Hitler, le corps blindé SS quitta la ville sans combattre de manière non officielle. Le maréchal visait-il à retirer les groupes de poche de la Seine pour éviter de perdre des unités utiles pour protéger la fierté d'Hitler ? Alors que Kharkov tombait, quand Hitler vint sur le front pour le relever personnellement de ses fonctions, le maréchal blâma le lion pour l'offense et s'échappa du travail. En plus de cela, après avoir stoppé les forces de Vatutin, il avait réussi à convaincre Hitler de son plan de se diriger vers le cercle en Turquie. Peu de temps après, toutes les unités dans la région établies du groupe d'armées du Sud furent liées à leur salaire. La nouvelle tâche du maréchal était d'arrêter à la fois les opérations Star et LIP et de reprendre le contrôle de la poche. Cependant, la question se posait ici, restait-il vraiment des forces pour stopper cette opération plongée dans le chaos ? Le quartier général soviétique, avec une hypothèse erronée, croyait que les Allemands sur le front sud s'étaient retirés à l'ouest de Liften. Par conséquent, les groupes d'armées du sud-ouest continuèrent à avancer. Cependant, les Allemands en retraite avaient inversé leur plan en créant une zone de contre-attaque. Le plan du maréchal allemand était de donner l'ordre à Hermann de diriger les chars le 23 février. Les forces allemandes attaquèrent les flancs de la 6e armée de Vatutin, et les Russes furent vaincus morceau par morceau contre 3 corps de panzer sans pouvoir riposter. Quand Gau apprit la situation dans le sud et décida d'envoyer du renfort, l'initiative était déjà passée aux mains des Allemands. Le corps blindé SS et le 48e corps de Panzer remportèrent des succès successifs et prirent le contrôle de Kharkov en mars, suivant l'ordre d'avance. Après plusieurs jours de combats intenses, les Allemands capturèrent la ville le 16 mars et atteignirent la rivière Don une semaine plus tard. Ce fut l'une des victoires les plus éclatantes de l'histoire militaire moderne. L'avance de Kharkov repoussa les forces russes à l'est de la ligne Manche avec de grandes pertes et rétablit le front sud dans les opérations Star et LIP. Surtout, les soldats allemands se réjouirent de la reconquête de Kharkov et se rendirent au front pour féliciter le maréchal. Cette victoire prouva également qu'il pouvait y avoir une force capable de se relever là où l'offensive s'était effondrée. Cette étoile brillante d'espoir posa la même question dans l'esprit de tous. L'offensive pouvait-elle se redresser là où elle avait chuté? Sans aucun doute, si vous avez le pouvoir d'une allumette, une telle possibilité existe toujours. Alors que la plupart des commandants voulaient établir une ligne de défense solide plus en arrière, Hitler brûlait du feu de la vengeance en tant que leader dont la fierté avait été ébranlée. Par conséquent, comme d'habitude, il donna l'ordre d'attaquer. Il déclara généralement que l'endroit le plus approprié pour une attaque serait la saillie du loup formée après la capture de chaque position. Un 5e des forces militaires russes s'était rassemblé ici, et en cas de succès, un coup sévère serait porté à l'armée rouge. D'accord, il prépara l'opération de siège avec des barbelés ciblant le cours de l'état-major, qui est l'opposé du cours visant à attaquer depuis le nord par l'armée centrale, et l'opération de type de l'administration générale, où les généraux de l'armée du Sud attaqueraient du Sud et se réuniraient au cours, serait à Kinstein. Le maréchal voulait attaquer en avril car il savait que le style d'opération à tenaille dépendait d'attaques rapides et surprenantes.
Mais sa petite amie et maîtresse ne l'écoutèrent pas. Il ne voulait pas d'une opération improvisée, mais d'une opération intelligente et grandiose pour une victoire définitive. Ainsi, pour renforcer la région de la meilleure façon possible, il repoussa l'opération à l'été. À ce stade, l'inspecteur général des forces blindées, qui s'opposa à l'avis à cette opération d'Eria Caracol, objecta. Il ne voulait pas que les derniers besoins à la maison soient dépensés pour le nœud, mais la capacité d'écoute d'Hitler envers ses commandants était au plus haut niveau. Il savait tout lui-même, il était homme politique, ingénieur et soldat. Une fois de plus, il renforça le cours devant tout le monde, qui savait tout lui-même, révélant clairement la direction de l'attaque, et les Russes, qui voyaient leurs mains clairement, ne cueillaient pas la poire. Le commandant suprême adjoint de l'Union soviétique, Yusuf Kurt, créa la meilleure unité de défense au monde et prit des mesures surprises contre la crise nationale allemande. Avec 900 000 soldats et 3 000 chars, les Allemands lancèrent l'opération de siège le 5 juillet 1943. Vous pouvez suivre les détails de la plus grande bataille de chars du monde sur la carte en haut à droite. L'opération ne progressa pas comme les Allemands s'y attendaient. À mesure que les Russes inversaient la guerre, les pertes allemandes augmentaient et leur progression ralentissait. Bien qu'il y ait eu un certain succès sur le front sud, lorsque des progrès significatifs n'ont pas été réalisés dans le nord, Hitler annonça le 12 juillet qu'il annulait l'opération avec une grande déception. Bien que Manstein ait continué à avancer depuis le sud et ait affirmé qu'il pouvait tromper son adversaire et mettre fin à l'activité, il ne put convaincre Hitler. Hitler pensait que les Russes ne pouvaient pas encercler et décida de gaspiller ses meilleures forces pendant que les forces alliées débarquaient en Sicile le 10 juillet. Alors qu'il ordonnait aux troupes de prendre une position défensive, la tentative de Manstein se solda par un échec. Dès la fin de la bataille du Cours, les Russes lancèrent des opérations à petite échelle sur les rivières Maus et Tomato. Une situation où l'équipe de secours ne croyait pas en elle et P7 se produisit, et il déplaça ses unités blindées vers le sud. Ce mouvement fut l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Les mouvements des Russes dans le sud n'étaient qu'une bulle avec un leurre. Ils s'étaient préparés avant la fin de la bataille du Cours et renforcé le général Batini. Vatutin profita de la brèche créée du côté de Kharkov et lança l'opération Roman le 3 août. Oui, cher grand, dans cette opération, qui a été la plus grande offensive soviétique depuis lors, les Russes perdirent 1800 chars et 150 000 hommes. Le 22 août, ils avancèrent jusqu'au Bin-YBR avec un anneau. Bien que le maréchal ait demandé la permission de faire une autre contre-attaque, Hitler ne voulait pas reculer davantage. Ainsi, les Allemands se trouvèrent dans une situation difficile dans presque toutes les parties du front sud. En août, ils perdirent 131 hommes. Il y avait encore 800 000 soldats et 500 chars en première ligne, mais le côté opposé comptait 2,6 millions de soldats et 2400 chars. Hitler autorisa le retrait le 15 septembre, lorsque le front était plein de trous partout. Alors que Manstein planifiait de se retirer rapidement vers la rivière et de reprendre son souffle, la 3e armée blindée de la garde fit un énorme progrès, coupant les Allemands avant qu'ils ne puissent traverser la rivière et reprendre leur souffle. Les Allemands perdaient sur tous les fronts, l'espoir était maintenant encore moins qu'avant. Les forces de Manstein en Ukraine survécurent à peine à l'ouest du Dniepr en septembre 1943. Les Soviétiques avaient l'intention d'avancer à travers le pont qu'ils avaient capturé précédemment. Qui était leur cible cette fois-ci? Le général Vatutin, grâce à sa bonne lecture de son ennemi, prit humiliant Kiev dans la section inférieure. Le caractère calme du général était devenu fou, et il attaqua après avoir reçu des renforts le 15 novembre. Malgré les grandes batailles, Kiev ne put être pris. Les Russes, qui ont eu l'initiative tout au long du reste de 1943, ont réussi à affaiblir une fois de plus le flanc gauche du groupe d'armées du Sud, tout comme ils l'avaient fait l'année précédente. Lorsque Manstein voulut couvrir son flanc exposé d'un autre endroit, il eut un important désaccord avec Hitler. La fissure entre les deux s'agrandissait.
Début 1944, les premières et deuxièmes armées ukrainiennes russes se déplacèrent pour encercler les dernières unités des Allemands tenant le Dniepr. À la fin janvier 1944, la situation devint critique lorsque Vatutin attaqua par le nord, encerclant environ 60 000 soldats allemands. Le maréchal, avec son opération à Vannes le 1er février, décida d'apporter une assistance aux unités encerclées. Après 2 semaines de combats intenses, les Allemands subirent de lourdes pertes et les Soviétiques s'approchèrent à environ 7 km. La prochaine étape était pour les soldats dans la poche de se frayer un chemin. Hitler, ordonnant aux soldats ici de se battre, jusqu'au dernier souffle, commanda l'opération de Percé le 16 février. 40 000 des 60 000 soldats furent sauvés. Le maréchal parvint à sauver ses forces mobiles, les utilisant ainsi pour les derniers besoins du groupe d'armées du Sud. Les forces soviétiques avaient repoussé les Allemands bien au-delà de la rivière Désirée, et le groupe d'armées du Sud n'était pas en position de défendre un front s'étendant sur 900 km. Chuko, prenant personnellement la relève du blessé Vatutin, lança une attaque le 4 mars avec les premières et deuxièmes armées ukrainiennes, avançant sur la première armée blindée allemande. Dans le même mois, il encercla 200 000 soldats allemands. Einstein, n'ayant rien d'autre à faire cette fois-ci, serait dans de beaux draps si les choses ne tournaient pas à son avantage. Il demanda de l'aide à Hitler et demanda la permission de retirer la première armée blindée. Bien que Hitler ait promis des renforts de l'Ouest, il ordonna de rester là où se trouvait la deuxième armée. Le général Chuko, pensant que sa tâche serait facile, fut surpris par la dynamique qui se déployait. Einstein, incapable de reproduire l'échec de Stalingrad, ignora les ordres de Hitler, et le 27 mars, donna les commandes nécessaires pour l'opération de percée de Valentin ou à l'intérieur de l'encerclement. Le maréchal ne put assister au résultat de cette initiative, car Hitler, en colère contre la désobéissance à ses ordres, le releva de ses fonctions le 30 mars. Il ne lui confia plus aucune tâche. Pendant que le maréchal était en retraite, il entra en contact avec les opposants d'Hitler, mais il ne rompit pas sa loyauté, prétendant continuer à le servir. D'autre part, les voisins, Gamazlama Memory, essayèrent de jouer sur les deux tableaux. Lorsque la guerre prit fin en 1945, les Alliés l'emmenèrent en Angleterre comme prisonnier de guerre. Il fut jugé en 1949 et condamné à 18 ans de prison pour des crimes de guerre commis pendant la guerre. Après avoir purgé environ 4 ans, il fut libéré de prison, travailla en tant que conseiller pour la nouvelle armée allemande établie après la guerre, mais fut relevé de ses fonctions car son conseil n'était pas bien accueilli en raison de son statut de criminel de guerre. Par la suite, Elie von Mam, qui écrivit ses mémoires, décéda en 1973 à l'âge de 86 ans.